Bonjour les toqués du tic-tac, j'en ai marre de me faire chahuter pour ne pas dire engueuler en message privé parce que je parle des fonctions de montre sans toujours les expliquer. Je lance donc une série consacrée au vocabulaire horloger, aux complications et à la mécanique pure. Si vous voulez vraiment comprendre comment fonctionne une montre, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous ne manquerez aucune émission. Oui, la cloche. Qui a dit la cloche c'est toi? Faites gaffe, j'ai les noms. Premier épisode, l'énergie et la réserve de marge. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour bien comprendre l'émission qui va suivre, je vous dis en deux mots ce qu'est la réserve de marge. La réserve de marge, c'est l'énergie qui reste à l'intérieur du calibre pour le faire fonctionner avant que la montre ne soit complètement arrêtée et qu'elle ait besoin d'être remontée. 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours, 30 jours parfois. Alors je vous le dis, la bataille de la réserve de marge est engagée dans les manufactures. C'est à qui aura le plus de réserve de marge sur sa montre. Est-ce important? Oui, non, ça dépend. Moi perso, je dirais que cela dépend de la montre. Ceux qui aiment le rituel de remonter leur montre tous les matins s'en foutent complètement de la réserve de marge. Ceux qui ont plusieurs montres et qui changent tous les jours, eux, ils s'en foutent absolument pas, car ils aiment retrouver leur montre à l'heure quand ils l'ont posée au coffre, par exemple. Alors déjà, première chose à savoir, d'où vient l'énergie qui fait fonctionner une montre? L'énergie provient d'un ressort moteur contenu dans un barillet. Donc, quand on remonte la montre, on comprime le ressort qui va libérer lentement l'énergie qui va être nécessaire pour faire fonctionner la montre. En quelques mots, pour être simple, vous prenez la montre, vous remontez la montre. Quand vous remontez la montre, vous tendez le ressort. Ensuite, ce ressort va se détendre lentement, régulièrement, et faire tourner le barillet denté. Le barillet entraîne les trains de rouage, l'énergie arrive à l'échappement, et l'échappement impulse le balancier. Le balancier qui régule la libération d'énergie. Résultat, les aiguilles avancent à une vitesse constante, contrôlée et régulière pour donner l'heure. Attention quand vous remontez une montre mécanique, ne forcez pas en fin de remontage car vous pourriez casser le ressort, surtout sur les montres anciennes. Mais alors me direz-vous, quid des montres automatiques qui se remontent continuellement avec le mouvement du poignet grâce à la masse oscillante? Évidemment, elles sont tout le temps remontées à fond. Oui, mais les calibres automatiques disposent d'un système qui permet d'éviter cela. Ce sont en général l'utilisation de brides glissantes qui permettent au ressort de tourner librement quand le barillet est remonté à fond. Sachez que lorsque vous remontez un ressort à 100%, dès qu'il commence à libérer l'énergie, la chronométrie de l'instrument change imperceptiblement. Il est d'usage de dire qu'avec un ressort remonté entre 80 et 100%, le couple est maximal. C'est très bon, mais parfois, et assez rarement sur les montres modernes, il peut arriver qu'il y ait une dérive chronométrique qui se traduit par une légère avance. Mais bon, pas de quoi fouetter un chat à ce moment-là. Entre 80% et 40%, c'est la zone de précision optimale. L'amplitude est stable, le rendement est parfait, la chronométrie est bonne. Moins de 40% et pire, moins de 20% de remontage, là le couple diminue, la montre prend du retard, elle manque d'énergie. Et vous le savez, les histoires de couple, c'est jamais bon. Illustration par exemple avec cette IWC, magnifique grande montre d'aviateur AMG, la G63 avec son boîtier composite à matrice céramique. D'ailleurs, c'est une première chez IWC. Elle possède 7 jours de réserve de marge, comme on peut le voir sur l'indicateur situé à 3 heures. Indicateur très lisible au passage. Et si, comme moi, vous vous posez la question, pourquoi y a-t-il 2 traits noirs qui viennent traverser l'indicateur, et celui de la petite seconde aussi? Eh bien, c'est tout simplement pour rappeler la signature lumineuse des phares du Classe G de Mercedes, comme vous pouvez le voir sur la photo juste là. Et d'ailleurs, à l'arrière, hop, une étoile Mercedes rappelle aussi le caractéristique cache de la roue de secours qu'on trouve sur la portière du coffre de la série G. Donc elle est vraiment impliquée avec AMG. Revenons à l'indicateur de réserve de marge. Pour moi, l'idéal sur ce modèle, c'est donc quand l'indicateur se situe entre 2 et 5 jours. Ni trop, ni trop peu. L'indicateur de réserve de marge peut aussi changer de forme sans changer de fonction. Il n'est pas toujours circulaire. Par exemple, sur cette magnifique Jaeger-LeCoultre
qui a tapé dans l'œil d'Étienne. Gégère le coût Master Ultrasync Power Reserve. La réserve de marche s'affiche sur un secteur triangulaire à 10 heures, avec une échelle très pédagogique, 0, 1 quart, demi, 3 quarts et 1. Alors là, c'est super facile de voir quand la montre est à son top de chronométrie, puisque cela va se situer environ, approximativement, entre 1 quart et 3 quarts. En revanche, sur ce modèle, impossible de maîtriser l'état de remontage de l'instrument, comme sur la IWC, à l'inverse de la Hamilton qui est manuelle, puisque dès que la montre est portée, elle va se remonter au fur et à mesure à chaque mouvement de poignet, pour atteindre au final 100% de l'état de remontage. Autrement dit, 70 heures de réserve de marche, un peu moins de 3 jours sur cette montre. C'est amusant de voir comment les différentes manufactures interprètent leurs indicateurs de réserve de marche, en fonction des modèles de montres qui l'affichent. Comment imaginer sur cette nouvelle Khaki Field Power Reserve, je vous mets la fiche de l'émission où nous vous avons présenté ce modèle, comment imaginer que le designer n'ait pas fait un indicateur sur un modèle iconique militaire et américain qui reprend l'esprit de la jauge à essence d'une Jeep Willys, avec un E pour empty et un F pour full. Dans ce cas, l'indicateur de réserve de marche se fond parfaitement dans l'esprit du modèle. Et là, comme c'est une montre mécanique manuelle, comme je le disais tout à l'heure, vous avez la maîtrise du remontage. Vous pouvez décider d'optimiser la chronométrie du calibre en positionnant l'aiguille dans la zone idéale. Plus compliqué dans le cas de la Nomos Metrodate Power Reserve. L'indicateur est stylé, très design, mais nettement moins précis. Il est formé d'un guichet, découpé dans un autre guichet, où se trouve un disque qui tourne quand on remonte la montre. L'état de remontage de la montre est alors indiqué par deux couleurs, le blanc et le rouge, et plus on remonte la montre, plus le rouge disparaît. Quand tout est blanc, la montre est remontée à fond. Donc là, c'est quand même moins simple de vouloir jongler avec la chronométrie. Dans un autre style, chez Bulgari, avec l'Octo Finissimo Squelette, DLC noir, sublime. La réserve de marche s'affiche par le remplissage successif en arc de cercle de petits secteurs qui se remplissent au fur et à mesure que l'on tourne la couronne. C'est ludique, discret, esthétique, c'est Bulgari, mais là aussi, pas évident de savoir où positionner le curseur. Mais là encore, le choix de la réserve de marche, du design de la réserve de marche, a été imposé par l'élégance et le style de la montre. Située au-dessus de la petite seconde, qui elle est située à 7 heures, l'indicateur de réserve de marche disparaît visuellement dans le dessin du squelettage et seul son propriétaire, et vous maintenant, puisque vous connaissez le secret, savez que c'est un indicateur de réserve de marche. Et d'ailleurs, quand on remonte le barillet, on peut voir, puisqu'il est très visible à l'arrière, que les spires du ressort se resserrent quand on remonte la montre. Passons maintenant à la Hublot Big Bang Mecha 10, dont nous avons déjà parlé, vous trouvez l'affiche, car c'est un bel exemple de mise en scène mécanique réussie, et notamment évidemment de la fonction complication réserve de marche qui nous intéresse aujourd'hui. Déjà, le squelettage du mouvement, il est sublime, avec une multitude de petits détails, tous plus incroyables les uns que les autres, à l'image du pont de fixation de l'organe réglant sur lequel on ne peut quasiment pas voir à l'œil nu un petit H de Hublot. D'ailleurs, il faut savoir que la roue d'échappement de l'organe est en silicium paramagnétique et ne requiert aucune lubrification. Petite parenthèse. Donc là, nous avons une réserve de marche de plus de 10 jours. Et selon Hublot, la réserve de marche de la Mecha 10 dépasse les 10 jours, mais l'indicateur a été plafonné à 10 jours car il s'agit de la plage de performance chronométrique maximale. Donc Hublot a tenu compte de la fameuse courbe de pourcentage dont je parlais tout à l'heure et que je vous mets là, sur les performances chronométriques en fonction de l'état de remontage de la montre. Mieux encore, le fameux ressort placé dans le barillet, eh bien là, il n'y en a pas un, il y en a deux, comme vous pouvez le voir à l'arrière par le fond transparent. Ils sont fixés au pont linéaire traversant, eux-mêmes fixés sur la platine. Deux barillets égale 2 fois plus d'énergie disponible. Revenons sur l'avant de la montre, une autre surprise, l'utilisation très rare en horlogie d'un système de crémaillère composé d'un engrenage linéaire en prise avec un engrenage circulaire. Alors on l'a dit, l'indicateur de réserve de marche est une complication horlogère utile, surtout selon moi pour les montres mécaniques à remontage manuel.
Et oui, avec une montre automatique qui se remonte au poignet, quand on la porte, on se soucie rarement de l'état de remontage de sa montre. Mais par exemple, c'est utile sur certaines montres automatiques à grandes complications. Par exemple, c'est le cas avec cette IWC Grand Aviateur QP double phase de lune, que je n'ai pas sur le plateau malheureusement, dont l'indicateur de réserve de marche à 3 heures partage un sous-cadran avec l'indicateur de date à pointe flèche. Et oui, là j'ai intérêt à avoir une confortable réserve de marche et un indicateur qui me montre où on en est. Parce que quand la montre, je la mets au coffre parce que je ne la porte pas tous les jours et qu'elle s'arrête, eh bien, quand elle s'arrête, il faut que je remette en marche un grand nombre de fonctions et d'indications. Le jour, la date, le mois, les phases de lune. Et croyez-moi, c'est chiant et fastidieux, même si sur modèle en particulier, cela se fait par une seule et unique couronne. Donc autant avoir l'état de remontage de la montre visible pour pouvoir la remonter si nécessaire, pour qu'elle reste toujours avec les indications parfaites. Et les plus malins d'entre vous auront choisi de mettre la montre sur un remontoir automatique qui, une fois dans le coffre, simule les mouvements du poignet et laisse la montre avec un état de remontage convenable en permanence. Dans la catégorie montre à complications, j'ai là une petite cerise sur le plateau, comme on dit. Une Panerai Luminor 1950, équation du temps 8 jours GMT. Alors là, attention, il y a du lourd. À l'avant, sur le cadran, une aiguille centrale GMT à pointe flèche, un indicateur jour-nuit, évidemment, à 9 heures. À 3 heures, l'indication du mois avec les lettres D, M, J, S pour décembre, mars, juin, septembre. Dessous, le guichet de date. Et dessous, à 6 heures, un indicateur linéaire de l'équation du temps. Eh bien, à quoi ça sert d'avoir cette information? Très bonne question, je vais vous le dire. À pas grand-chose, sauf à raconter une belle histoire lors des longues soirées d'hiver entre le vrai temps qui passe, indiqué par l'astre solaire, et celui décidé par les humains que vous avez sur votre montre. Bon, du calme, l'écart entre le solaire et le réel, il est faible. Entre moins 14 minutes et 15 secondes vers le début novembre, à plus 16 minutes et 25 secondes à la mi-février. Alors sachez que si vous voulez briller en société, 4 jours par an, le temps solaire est peu ou prou égal au temps moyen, sous réserve de tenir compte des années bissextiles. Le 15 avril, le 13 juin, le 1er septembre et le 25 décembre. Le 25 décembre, comme je disais, cela fait un bon sujet de conversation au réveillon de Noël entre deux disputes de famille. Là, vous n'en avez pas, vous? Vous avez de la chance. Revenons à la montre. Mais pourquoi l'animal nous parle de cette montre qui n'a pas d'indicateur de réserve de marche sur le cadran? Attends! Pas sur le devant bananas. Il suffit de retourner la montre pour voir que l'indicateur de réserve de marche sectoriel est intégré à la platine et marqué de 0 à 8. Et 8 jours, c'est pas de la gnognotte vu le nombre de complications qu'elle embarque, la montre. C'est un exploit. On le sait. Plus il y a de complications, plus la montre est énergivore. Mais là, le calibre dispose de 3 barillet, donc d'une énergie débordante. Il faut dire que la montre aussi, c'est un beau bébé, fait 47 mm de diamètre. Donc il faut les intégrer, les 3 barillets. Pour finir, attention, l'indicateur de réserve de marche ne donne pas la tension du ressort. Il donne l'autonomie de marche de la montre. Et même si c'est une indication précieuse, il n'a pas la même rigueur que l'indicateur dit dynamographe que l'on trouve par exemple sur cette Royal Oak Concept de 2002. D'ailleurs, je ne connais pas d'autres montres qui ont l'indication dynamographe. Si vous en connaissez, vous me le laissez en commentaire, ça m'intéresse. On peut préciser aussi que la réserve de marche profite au fil du temps des améliorations technologiques horlogères. La recherche sur les alliages pour la fabrication des ressorts est importante et elle a grandement augmenté la capacité à délivrer de l'énergie de façon régulière et fiable. De même, l'amélioration de la qualité des huiles de lubrification. C'est énorme le développement qu'il y a sur les huiles. Ça augmente la réserve de marche mécaniquement, puisque ça diminue le frottement. Donc la quantité d'énergie nécessaire pour mouvoir les rouages et les aiguilles est moins importante. Une astuce à connaître également avec les chronographes comme je porte là. Lorsque vous faites un chronométrage, l'énergie nécessaire au fonctionnement du chronographe va évidemment être prise sur le ressort de barillet. Et donc le ressort va se détendre plus rapidement. Pensez donc à remonter votre montre après un chronométrage, surtout s'il est long. Pour retrouver l'énergie nécessaire,
à la bonne chronométrie de l'instrument. Pour conclure, la réserve de marge, ce n'est pas une complication spectaculaire, mais c'est certainement l'une des plus utiles sur une montre. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un compromis entre la fréquence, le couple, l'amplitude, la stabilité et le rendement. C'est aussi l'illustration de la qualité d'un calibre et de l'expertise des maîtres horlogers qui l'ont conçu. N'oubliez pas que sans eux, rien ne serait possible. Et puis si on réfléchit bien, la réserve de marge, cela vous dit aussi combien de temps la montre peut vivre sans vous. Allez, à tout à l'heure.